Bonjour à tous, je suis Ibrahim Moufid, consultant IT et membre de la communauté B2B Exchange. D'abord, je vous remercie pour votre présence aujourd'hui à ce webinaire dont le thème est Firewall et sécurité des réseaux informatiques. Donc, je vous invite à poser vos questions via le live chat et vous aurez les réponses à la fin de ce webinaire. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter Monsieur Mehdi Khalil, expert en sécurité informatique chez Sophos, un leader des fournisseurs des solutions de sécurité informatique dans le monde entier. Donc, bonjour, c'est Mehdi. Vous Bonjour, m'entendez? Bonjour, c'est Mehdi. Ibrahim, bonjour à tous. Euh, Bienvenue chez B2B Exchange Merci et, beaucoup, merci pour l'invitation. et merci d'accepter notre invitation d'aujourd'hui pour animer ce webinaire. Bon, je C'est vous avec un donne la grand parole. plaisir. Je vous donne la parole, c'est Mehdi, pour commencer la présentation. Donc, D'accord. on parlait avant de quelles sont les tâches ou les tâches qui sont effectuées par un firewall sur les trois parties. Donc, première partie, il y a les tâches qui sont effectuées sur la partie réseau. Donc, qu'est-ce qu'on fait sur le réseau? Donc, il y a la partie filtrage d'accès, que ce soit du trafic LAN vers le trafic Internet, le trafic, par exemple, Wi-Fi pour le trafic Internet, la gestion des accès aux serveurs sur une DMZ, par exemple, la gestion du trafic interne en général. Ça, c'est la première partie. Deuxième chose, c'est la partie gestion des lignes Internet. Comment on va gérer nos lignes Internet? Donc, on utilise sur cette partie-là la notion des SD-WAN qui vient changer, révolutionner l'utilisation classique des lignes Internet, les lignes MPLS et les lignes dédiées. Donc, on vient répondre avec la partie SD-WAN qui va nous permettre justement d'avoir des lignes qui ne sont pas forcément avec un débit garanti, qui ne sont pas dédiées et qui vont nous permettre de personnaliser nos lignes Internet et justement acheminer un trafic. Peut-être il est sensible comme le trafic de la voie IP et de la visioconférence. Donc ça, c'est une partie. On va plus parler de cette partie pendant la présentation. Il y a aussi les notions VPN, donc deux VPN, soit en site-to-site ou client-to-site. Et on a vu par rapport à la pandémie le changement qui a été effectué pour l'ensemble des entreprises, le passage du présentiel vers le travail distant. Donc, plusieurs entreprises elles ont été confrontées à la problématique de gestion des VPN client-to-site et des VPN nomades. Donc, un firewall robuste aussi qui doit répondre aux exigences qu'il y a actuellement. C'est un firewall qui peut gérer un grand nombre d'utilisateurs VPN qui se connectent depuis l'extérieur. On a aussi la partie VPN site-to-site qui est toujours d'actualité, qui est toujours importante à gérer. Donc, comment le firewall il va gérer cette partie? Est-ce qu'on va proposer un firewall sur le site distant pour faire un VPN site-to-site? Est-ce qu'on a d'autres équipements qui peuvent faire ça? Donc, on va le voir pendant la présentation. Donc, l'idée, c'est toujours de prendre en considération l'ensemble de ces éléments-là pour proposer un firewall ou pour implémenter un firewall chez l'entreprise qui va répondre à l'ensemble de ces problématiques sur la partie réseau. Deuxième chose, c'est la partie protection, les tâches principales sur la partie protection. Première chose, c'est visibilité et contrôle. Quel est le niveau de visibilité, quel est le niveau de contrôle que le firewall va nous donner? Est-ce qu'on va voir les applications qui vont passer à travers le firewall? Est-ce qu'on va pouvoir voir quel est le trafic qui est généré par un utilisateur et quel est son accès Internet et quelles sont les applications qu'il est en train d'utiliser. Est-ce qu'on va voir les données, la data qui sort de l'entreprise et qui entre vers l'entreprise pour essayer de voir quel type de data est partagé? Est-ce qu'on peut voir aussi les menaces ou vérifier au milieu du paquet? Bloquer les attaques. Donc, il y a des attaques qui sont très sophistiquées, qui sont dangereuses pour le réseau, généralement des clients. Donc, comme les ransomware, par exemple, on trouve que ils ont été développés lors des dernières années et c'est vraiment une révolution en termes de menaces parce que avant, les clients, ils étaient plus confrontés à des menaces qui peut-être causaient un arrêt de service de quelques minutes, de quelques heures. Mais là, on trouve des menaces telles que les ransomware qui vont causer de grands dégâts, qui vont chiffrer les, euh, les, euh, les données des utilisateurs et causer de dégâts, des dégâts qui vont peut-être compromettre carrément la prod de client, compromettre aussi la réputation de l'entreprise. Donc, l'idée, c'est de proposer des modules qui vont protéger et nous protéger contre ces menaces.
Ça, c'est par rapport aux menaces qui viennent de l'extérieur. Il y a des menaces qui vont, il y a des postes de travail qui sont infectés et qui sont en train de communiquer, par exemple, avec des serveurs CNC, qu'on appelle des serveurs command and control qui sont sur Internet. L'idée, c'est toujours de voir et contenir ces menaces-là de façon à ce que on va détecter si un poste de travail qui est infecté et qui est en train d'initier une connexion avec un serveur CNC, parce que c'est important de le faire, parce que c'est une source d'attaque et c'est une source aussi de ransomware. Ça, c'est pour la partie, en ce qui concerne la partie protection. En ce qui concerne la partie management, donc il faudra aussi prendre en considération plusieurs points. Donc le déploiement déjà, surtout pour les clients qui ont un site principal et qui est connecté à plusieurs sites distants. Comment on va gérer le déploiement sur le site distant? Est-ce qu'on va avoir besoin d'un firewall et faire une configuration au niveau du firewall et à chaque fois se déplacer pour faire la maintenance? Donc, quelle est l'infrastructure réseau qu'on peut prendre en charge? Quelles sont les applications et quels sont les services et comment on va gérer les nouvelles applications et les nouveaux services. Ça, c'est un point important puisque les réseaux, les applications et les services qui sont utilisés généralement par les clients sont en train de changer. Avant, on ne trouvait pas des applications telles que Zoom, telles que Teams, telles que des applications de visioconférence qui sont devenues euh, qui sont gourmands en termes de bande passante. Donc, avant les firewalls, ils savaient gérer ça, mais là, il faudra avoir un firewall qui peut justement répondre à cette problématique-là à sécuriser le réseau, mais en même temps assurer de bonnes performances pour les applications qui sont les plus sensibles en termes de consommation de bande passante. Le management, comment on va créer nos politiques, comment on va gérer l'accès de nos utilisateurs, comment on va remédier aux menaces, s'il y a un souci sur le firewall, s'il y a un blocage, s'il y a des menaces qui sont actives, comment on va faire du troubleshooting, comment on va répondre à ces menaces-là. Et bien sûr, monitoring et reporting, ce qui est très important. Il faudra avoir un firewall qui va nous permettre de faire tout ce qui est monitoring et reporting et essayer de voir l'utilisation de la bande passante, par exemple, voir les risques et les menaces qui sont confrontés, auxquels il est confronté le client et avoir des rapports qui sont détaillés. Donc, on va voir tout ça pendant cette présentation et on va essayer de voir comment nos solutions ils vont répondre à l'ensemble de ces problématiques-là. Donc, pour résumer, on va avoir trois parties. La partie protection. Donc, première chose, c'est la visibilité et contrôle. C'est la chose la plus importante. Avoir de la visibilité à la contrôle et ne pas laisser le firewall fonctionner de manière indépendante. Toujours essayer de voir est-ce qu'il y a des menaces qui sont actives pour faire une action le plus rapidement possible et répondre et avoir un pas d'avance par rapport aux attaques. Stopper les attaques, stopper les menaces et stopper les virus. Ça, c'est un point important aussi. Il faut avoir un firewall qui va utiliser plusieurs approches pour faire ça. Parce que l'antivirus classique, l'IPS, ils sont pas suffisants pour faire tout ça. Il y a d'autres choses et d'autres modules qu'il faudra activer pour pouvoir justement répondre aux menaces, aux nouvelles menaces et à ce qu'on appelle les zero day. Et répondre bien sûr aux incidents. Sur la partie management, il faut avoir déjà une facilité de déploiement, une facilité d'installation. Il faut avoir une facilité et donner à l'utilisateur ou l'administrateur qui va gérer le firewall une facilité sur la partie management day-to-day. Donc, quand il va faire des tâches quotidiennes, il ne faudra pas compliquer la tâche, il faudra qu'il le fasse simplement pour qu'il puisse déjà faire la supervision et le monitoring du réseau. Et la partie réseau, donc comment on va assurer l'accès aux ressources, donc comment on va assurer l'accès au VPN et comment on va assurer l'accès Internet, donc comment on va gérer nos lignes Internet et comment on pourra exploiter au maximum l'ensemble du débit de nos lignes Internet. Donc les pain points ou ce qu'on appelle les problèmes récurrents chez l'ensemble des clients euh, qui ont des solutions de firewalling, déjà, euh, c'est la visibilité. Donc, est-ce qu'ils ont une visibilité par rapport aux risques qui ne sont pas visibles? Est-ce qu'ils peuvent bloquer les menaces qui ne sont pas connues? Donc, on avait parlé tout à l'heure d'antivirus et d'IPS. Il faut savoir que l'antivirus et l'IPS, ils se basent principalement sur les signatures pour détecter les menaces. Donc, ils ont une base de données de signatures et ils vont vérifier est-ce que le fichier en question il correspond à une signature dans la base de données. S'il correspond à la signature, ça veut dire que c'est une menace. S'il ne correspond pas à la signature, ça veut dire que c'est un fichier venin. Donc cette approche-là, elle n'est pas suffisante puisqu'on trouve que il y a beaucoup de 0D, il y a beaucoup de menaces qui ont été modifiées par les attaquants, donc ils ne sont pas catégorisés dans la base de signature des solutions antivirales et des solutions IPS. Donc l'idée, c'est toujours d'avoir une meilleure approche, donc utiliser des technologies comme déjà le déchiffrement SSL, qui est une technologie qui est très importante. Utiliser aussi du sandbox pour essayer de voir les actions qui sont entreprises par
ce malware ou par ce fichier pour être sûr, même s'il n'a pas été catégorisé comme étant une menace en vérifiant la signature, il faudra aussi l'exécuter dans un sandbox pour voir c'est quoi son comportement. Isoler les postes de travail qui sont infectés aussi, donc ça c'est un point important. Il faudra avoir une solution qui va faire une action directe quand il y a une menace, pas attendre toujours l'action de l'administrateur pour le faire manuellement. Et le management, donc les utilisateurs ou les clients qui ont des solutions de firewall, généralement trouvent que ces solutions-là, ils sont complexes à gérer. Ils ne bénéficient pas de l'ensemble des fonctionnalités, ils n'activent pas les modules de sécurité justement parce qu'elle est complexe à gérer, complexe à configurer. Et surtout que, et ça c'est une vraie problématique, c'est quand le client à plusieurs solutions en termes de protection. Donc, on va trouver des solutions firewalling, des solutions de protection de poste de travail, des solutions de protection de la messagerie, des solutions NAC, des solutions pour gestion des accès, des solutions pour MFA, des solutions pour SSO. Donc, le client il va se retrouver avec plusieurs consoles d'administration à gérer, ce qui va être considéré comme une perte de temps pour faire l'investigation. S'il y a une menace et il faudra faire les recherches et les investigations sur l'ensemble de ces consoles-là, ça va prendre énormément de temps. Et c'est aussi contraignant par rapport au client puisqu'il aura il aura géré plusieurs consoles d'administration, il aura maîtrisé plusieurs consoles d'administration, ce qui est difficile. Donc, il faudra avoir une équipe qui va répartir l'ensemble de ces tâches et le manque d'expertise dans la cybersécurité en général. Donc, par exemple, aux États-Unis, on trouve qu'il y a 1 million de postes. Ça, c'est pas un problème lié à la région, lié au Maroc, mais c'est un problème mondial. Par exemple, aux États-Unis, il y a 1 million de postes qui sont occupés en cybersécurité, mais il y a 750 000 postes qui sont ouverts. Les gens, ils essaient de recruter des personnes, mais il n'y a pas l'expertise. Il n'y a pas l'expertise au niveau de la cybersécurité. Donc, il faudra anticiper ça aussi. Et la partie réseau. Donc, la partie réseau, c'est aussi un point important. Comment on va simplifier l'accès distant? On avait parlé de ça. Comment euh, on va répondre à la problématique des lignes qui sont coûteuses, les lignes Internet, les lignes MPLS. On avait parlé tout à l'heure de SD-WAN qui va justement nous permettre de répondre à l'ensemble de ces problématiques-là. Et comment on va optimiser le trafic des applications. Et on voit que les applications, ils sont toujours en train de changer. Donc, comment on va avoir un firewall qui va répondre à ça? Parce que avant, il n'y avait pas de visioconférence. Avant, il n'y avait pas de trafic qui était si sensible et si gourmand en termes de bande passante. On ne sait pas ce qui va arriver dans 2, 3, 4 années. Donc, est-ce qu'il va falloir changer à chaque fois le firewall pour avoir un firewall qui va répondre euh, à ces principaux problématiques ou on pourra répondre avec une seule solution firewall qui pourra être adaptée au changement des applications, au changement du nombre d'utilisateurs, mais aussi au changement de la rapidité des réseaux. Donc, les challenges principaux qu'on va trouver sur la partie réseau, première chose, c'est que on peut le considérer comme un orage, parce qu'on va avoir du trafic qui n'est pas visible. Surtout, on trouve que 90% du trafic, c'est un trafic qui est chiffré, donc ce n'est pas visible pour le firewall. Donc, on ne sait pas ce qu'il y a dans ce trafic-là. Donc, il y a les menaces aussi qui sont avancées. Il y a aussi la partie où les principaux solutions de firewall ils ne peuvent pas répondre à la problématique de déchiffrement SSL avec un débit qui va être correct. Donc, on peut considérer la sécurité des réseaux comme étant un orage qui fait généralement peur aux clients. Donc, le trafic chiffré. Donc, on avait parlé tout à l'heure de antivirus, d'IPS, de filtrage web, de contrôle applicatif. Tous ces modules-là, ils ont été rajoutés sur les Next Generation Firewall. Donc, un client se doit d'activer l'ensemble de ces modules-là. Mais il y a un module qui est important qui va justement permettre de déchiffrer le trafic. Donc, si on active l'antivirus, on active l'IPS, on active le filtrage web, on active le contrôle applicatif, mais on n'active pas le déchiffrement SSL, ça va servir strictement à rien puisque le trafic il va passer invisible au niveau du firewall. Donc, il ne va pas pouvoir le traiter, il ne va pas pouvoir appliquer l'ensemble de ces modules de sécurité-là. Et comme on voit ici, c'est une étude qui a été faite par Google, 90% du trafic qui passe vers Internet. Donc, si moi je me connecte vers un serveur sur Internet, ça va être un trafic chiffré. Donc, le firewall, s'il n'active pas le module de déchiffrement SSL, il ne va rien voir dans ce trafic-là. Donc, ça va strictement servir à rien d'activer l'ensemble des modules sur juste 10% du trafic. Donc, il faudra toujours songer à activer le déchiffrement SSL.
Les menaces, 50% des menaces et des applications qui sont potentiellement indésirables, ils savent que les clients n'activent pas cette fonctionnalité-là et ils utilisent des techniques pour justement envoyer leurs menaces via un trafic qui est chiffré pour passer justement invisible pour les clients. Et côté performance, donc pourquoi les clients n'activent pas le déchiffrement SSL? Tout simplement parce qu'il va dégrader les performances et on le voit sur les fiches techniques, on va voir que le débit en clair, il va être par exemple 20 gigas ou 40 gigas, mais quand on va arriver à la partie euh, déchiffrement SSL, le débit va être divisé en deux, même en trois pour quelques constructeurs. Donc c'est pour ça qu'ils n'activent pas le déchiffrement SSL. Mais l'idée, c'est toujours de faire un sizing, de sizer dès le départ quand un client veut prendre un firewall, il faudra le sizer en se basant sur le déchiffrement SSL aussi. Donc on trouve que 91% des clients n'activent pas le déchiffrement SSL, ce qui les rend totalement en danger parce que ils peuvent pas analyser le trafic qui va passer via le firewall et peut-être que c'est un trafic qui peut être malicieux. Donc 91 n'utilisent pas le TLS Inspection, mais aussi 37% des clients n'utilisent pas l'IPS, ce qui est très dangereux parce que l'IPS, c'est une première couche qu'on a aidé tout à l'heure. Il faudra utiliser d'autres couches pour assurer la sécurité, mais même il y a des clients qui n'utilisent pas aussi l'IPS. Donc il faudra songer toujours d'activer le déchiffrement SSL, mais avec l'ensemble des autres modules. Donc l'antivirus, l'IPS, le filtrage web et le contrôle applicatif. Donc le trafic et la nature du trafic réseau, elle a changé. On trouve que il y a des applications qui bouffent les, euh, la bande passante, comme les applications de visio, comme les applications de voix IP, comme les applications qui sont généralement gourmandes. Donc il faudra avoir un trafic ou un traitement spécial pour l'ensemble de ces applications-là. On appelle ce genre d'application les elephant flow. Donc, les applications telles que YouTube, telles que Teams, telles que Zoom, donc c'est des applications qu'on appelle elephant flow, tout simplement parce qu'ils bouffent la bande passante. Donc, il faudra avoir un comportement, un processing spécial. Donc, on va voir comment nous, en tant que Sophos, on a un comportement ou un processing qui est spécial pour l'ensemble de ces applications. Il faudra aussi prendre en considération l'évolution des ransomware et on peut voir ici que l'année dernière, 37% des organisations ils ont été touchées par des ransomware. Euh, En 2020, par exemple, et le chiffre il a été doublé en 2021 et en 2022, on trouve que 170 000 dollars, c'est le montant moyen qui a été payé par une entreprise pour répondre justement à une attaque ransomware et 65% du trafic il a été chiffré. Donc l'attaque ransomware, c'est tout simplement une attaque qui va chiffrer l'ensemble des données de l'entreprise. Et comme son nom l'indique, l'attaquant il va demander une rançon au client pour lui fournir la clé de déchiffrement ou rendre ses données déchiffrées. Mais la problématique, c'est que même quand les clients ils vont payer la rançon pour récupérer leurs données, on trouve que le taux, c'est 65% des clients qui n'ont même pas reçu la clé de déchiffrement. Et le problème ici, c'est qu'avant, les attaques ransomware ou les attaques en général, ils étaient orientés plus vers des attaquants qui avaient des connaissances en cybersécurité. Là, on trouve, comme on trouve sur la partie software as a service, comme on trouve la partie infrastructure as a service, comme on trouve aussi la cybersécurité as a service, on trouve aussi ransomware as a service. Donc, c'est une personne qui n'a aucune connaissance en cybersécurité, qui ne sait même pas coder un malware, elle peut juste, à travers des fournisseurs de services, demander à créer un ransomware et l'exécuter sur des entreprises. Donc, ce n'est pas limité juste aux attaquants et aux gens qui connaissent en IT, mais c'est aussi pour le grand public. Donc, tout le monde peut créer facilement un ransomware. C'est pour ça qu'il faudra avoir une solution qui est robuste, qui peut répondre à tout ça. Donc, si on revient sur la partie Sophos, donc si je veux résumer notre firewall en un seul slide, déjà meilleure protection et meilleure performance. On permet aux clients d'avoir une protection qui est élevée, mais aussi en assurant des performances qui sont élevées sans pour autant impacter l'expérience utilisateur. Donc avec des modules d'accélération des applications, avec aussi de déchiffrement SSL. On va déchiffrer le trafic SSL, mais et le trafic va rester quand même stable. On ne va pas impacter l'expérience utilisateur. Et on a la partie prix et performance euh, qui est la mieux positionnée sur le marché.
On a aussi la partie management experience. On a un dashboard et du reporting qui est assez visible, assez simple à exploiter. Et le management de la solution, il est très simple. Donc, on a une idée chez Sophos, c'est que la cybersécurité, elle est déjà complexe. On va répondre avec des solutions. Ça sert à rien de répondre avec des solutions qui sont plus complexes. Donc, on vient fournir aux clients une simplicité d'administration. On a aussi la possibilité de manager la solution gratuitement à travers notre console Sophos centrale, donc sans avoir à prendre une solution qui est dédiée pour le management. Donc, on fait ça de manière fluide. Et on a une notion qu'on appelle Synchronized Security. La Synchronized Security, c'est quoi? C'est la communication entre l'ensemble de nos équipements. Un exemple très simple, on a des règles sur le firewall qui ne sont pas statiques, c'est des règles qui sont dynamiques. Ça veut dire que si je crée une règle depuis le LAN vers le WAN qui va autoriser le trafic de mes utilisateurs en interne vers Internet, ça va pas être une règle qui va toujours varier et toujours changer en fonction de l'adresse IP source, de l'adresse IP destination, port source et port destination, mais elle va aussi varier selon l'état de santé du poste de travail. Même si le poste de travail il est autorisé à accéder à Internet, il est autorisé à accéder à mes serveurs, si contient pas l'antivirus, s'il contient pas, par exemple, s'il n'a pas fait ses mises à jour, si ce poste de travail-là contient une menace active, il va aussi être bloqué. Donc, on va juste pas juste se baser sur les règles ACL, mais on va aussi se baser sur les, la sécurité et l'état de santé du poste de travail. Et network flexibility. Network flexibility, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que comment on va répondre aux évolutions des réseaux des clients. Par exemple, un client qui utilisait avant un réseau 1 giga. Il est passé, il a changé d'application, le nombre d'utilisateurs a changé, les exigences par rapport à ses clients, ils ont changé, donc il veut passer vers un réseau 10 Giga. Est-ce qu'il aura changé tout le firewall? Donc chez Sophos, il n'aura pas changé tout le firewall, puisque notre firewall, il est modulaire. C'est-à-dire que vous pouvez rajouter des ports, un groupe de ports ou des slots de ports 10 Giga, des slots de port SFP, 1 Giga, mais en fibre, des slots de port QSFP, donc 40 Giga, des ports fibres en 40 Giga. Donc, notre firewall, il est flexible en termes de hardware, mais aussi en termes de software. C'est-à-dire qu'on va utiliser un processeur qui va justement nous permettre de gagner aussi en termes de performance, même si on avait un débit qui était limité au départ, mais juste en appliquant des mises à jour, on va avoir un débit qui va doubler sans pour autant changer le firewall. Et on va voir ça, on va donner aussi des exemples par rapport aux versions de nos firmware. Et la partie SD-WAN. Donc la partie SD-WAN, elle est inclue gratuitement avec notre boîtier. Donc, il n'y aura pas besoin à la renouveler chaque année. Donc, elle est gratuite avec notre boîtier, ce qui va permettre aux clients déjà de gérer de manière efficace et de manière optimale l'ensemble de leur ligne Internet. Donc, on avait fait le test avec pas mal de clients, des clients euh, qui voulaient qui voulaient faire passer le trafic de la voie IP via du VPN et on a utilisé notre solution SD-WAN, donc le firewall en activant du SD-WAN, ce qui nous a permis de, même en arrêtant carrément une ligne Internet, la voie sur IP, elle n'a pas été bloquée, donc même la communication, elle n'a pas été coupée. Donc ça, c'est un point très important, surtout pour les clients qui opèrent dans la partie voie sur IP. Donc comment le firewall Sophos va répondre aux problématiques actuelles, ça c'est un exemple d'architecture typique d'un firewall. Donc on va avoir un firewall core qui va avoir des règles de routage et des règles de policy. Le trafic et les paquets ils vont arriver sur la partie routine et policy. S'ils matchent avec cette partie-là, euh, ils vont être passés vers la partie encryption. S'ils ne matchent pas, ils vont être refusés. Donc, une fois les paquets ils ont matché, ils vont passer vers la partie TLS inspection. Donc, une fois déchiffrés, ils vont passer vers le scan antivirus, le scan IPS, le scan du trafic de contrôle, filtrage web et scan du contrôle applicatif. L'approche Sophos, c'est qu'on va utiliser deux processeurs. Premier processeur, il va faire le travail standard qui est effectué par l'ensemble des firewalls. Donc tout ce qui est antivirus, IPS, web application et déchiffrement SSL. Mais avec les tendances et l'utilisation du trafic qui est sensible en termes de bande passante, on a rajouté un deuxième processeur qui n'est pas un processeur, qui n'est pas une CPU, qui est une NPU, un processeur qui est programmable. Ce processeur programmable, il nous donne deux choses. Première chose, c'est que on va déjà pouvoir accélérer nos applications. Les applications les plus sensibles, ils vont pas être traitées de la même manière que va être traitée une application standard. Donc, on va les envoyer vers un deuxième processeur pour gagner en termes de rapidité, gagner en termes de performance.
Ça, l'avantage ici, c'est que déjà, il y a des applications qui sont catégorisées par Sophos étant sensibles, donc ils sont directement acheminés vers le deuxième processeur, mais on donne aussi la possibilité aux clients de rajouter leurs propres applications à ce deuxième processeur. Donc ça, c'est la première chose, gagner en performance. Deuxième chose, et je vais donner un exemple très simple, on avait la version 19 qui contenait un certain débit. En lançant la version 19.5, l'ensemble des utilisateurs qui utilisent le firewall Sophos XGS, ils ont vu le trafic IPsec doubler juste en appliquant une mise à jour, alors que chez l'ensemble des autres constructeurs, ils le font en changeant carrément le boîtier, en changeant carrément le hardware. Donc, on avait tout à l'heure parlé de modularité sur les ports au niveau physique du firewall, mais aussi une flexibilité au niveau software, en utilisant justement cette notion de NPU, donc deux processeurs. Premier CPU, c'est pour le trafic standard. Deuxième, qui va nous permettre de gagner en performance juste en appliquant des mises à jour, mais aussi permettre aux applications d'être utilisées de manière optimale. Et on a la notion de sandbox. Donc, la notion de sandbox, c'est un point très important. On a dit tout à l'heure quelle est la meilleure approche à utiliser pour répondre aux nouvelles menaces. Donc, la meilleure approche, c'est d'avoir déjà les modules de déchiffrement SSL activés, avoir l'antivirus activé, avoir l'IPS activé, avoir le contrôle applicatif activé, le filtrage web activé, mais aussi avoir le sandbox activé pour les menaces 0D qui ne sont pas connues. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va détourner ces menaces dans un environnement sandbox chez Sophos et on va voir le verdict. La détournation, elle se fait de deux manières. Déjà, première chose, il y a une analyse statique, c'est-à-dire qu'on va prendre le fichier, essayer de voir ses caractéristiques et voir est-ce que ce fichier-là, il ressemble à des malwares qui ont été déjà connus. Donc, on se base sur cette partie-là, sur du machine learning et un module qu'on appelle plus spécialement le deep learning. Donc, quand ce module-là, déjà, ce module-là, il arrive à bloquer un grand nombre de menaces. On parle de 99,98% des menaces. Les menaces qui restent, ils vont être détournées sur le sandbox pour voir quel est le comportement. Est-ce que c'est un fichier qui est en train de modifier dans des clés de registre? Est-ce que c'est un fichier, par exemple, qui est en train de chiffrer à une vitesse anormale? Est-ce que c'est un fichier, par exemple, qui est en train de lancer des process anormaux, de lancer une connexion vers des ports non standards? Donc, on va se baser sur ces indicateurs-là pour déterminer est-ce que le fichier, il est malicieux ou pas. Donc, se baser sur son comportement, se baser aussi sur les actions qu'il est en train de faire. Et pour ça, on utilise une technologie qui est très, très avancée parce qu'il y a des menaces aussi qui sont très avancées. Par exemple, il y a des virus qui savent qu'ils sont en train d'être exécutés sur un sandbox, donc ils vont rien faire et attendre qu'ils soient exécutés dans un environnement réel. Donc, on a des technologies justement pour répondre à ça et pour exécuter les menaces dans dans un sandbox qui simule un environnement réel. Donc, pour résumer, on a une solution qui va permettre déjà l'accélération des applications en utilisant la solution, le deuxième processeur NPU. Leader sur le marché du TLS Inspection, on propose 5 fois ce qui est proposé sur le marché du TLS Inspection et leader aussi sur la partie 0D avec une technologie Sandbox qui est très avancée. Donc ici, c'est un exemple d'utilisation des applications. Donc des applications telles que Salesforce, telles que Office 365 ou Zoom qui nécessitent un temps de réponse plus rapide. Donc on va les faire passer à travers le Xstream et ils vont pas passer par tout ce qui est processing à travers la première CPU. L'idée ici, c'est que on aura un trafic qui est spécial, un trafic qu'on va considérer comme étant un trafic sensible et un trafic de confiance. Donc, il n'y aura pas besoin de le scanner à travers le premier processeur, donc directement l'envoyer vers le processeur qu'on appelle le fastspot. Donc, 5 fois plus de performance avec du TLS 1.3, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, et ça, c'est un point important. Il faut toujours insister sur ça, c'est que l'ensemble des clients, ils doivent activer le TLS Inspection pour avoir une visibilité sur le trafic du réseau. S'ils ne l'activent pas, c'est-à-dire que le trafic qui passe, 90% du trafic qui passe, il passe invisible au niveau du firewall. Donc, c'est comme si on va avoir un firewall, mais qui va juste jouer le rôle d'un switch, puisqu'il ne va pas pouvoir appliquer les modules de sécurité pour le trafic qui n'est pas visible. Donc ça, c'est des exemples de firewall qu'on propose. On a tout à l'heure parlé de firewalls qui sont modulaires. On a des firewalls modulaires en termes de port réseau, mais on a aussi des firewalls qui sont modulaires en termes d'antenne Wi-Fi. Donc il y a des firewalls qui peuvent jouer. On a des points d'accès qui peuvent être managés avec le firewall, mais on a aussi des modèles de firewall qui peuvent jouer aussi le rôle de point d'accès Wi-Fi.
Donc, on a du hardware acceleration à travers le deuxième module. On a des firewalls qui peuvent supporter, même des entrées de gamme qui peuvent supporter la redondance au niveau de l'alimentation aussi. On a des firewalls euh, qui peuvent rajouter des lignes, on avait parlé tout à l'heure d'antennes Wi-Fi, mais il y a aussi des antennes 3G ou 4G qu'on peut rajouter aussi à quelques firewalls. Donc ici, l'idée, c'est qu'on a un firewall qui est modulaire, qui est flexible. Donc, pour revenir sur la partie management experience, l'ensemble de nos solutions, il faut savoir que Sophos, elle est orientée cybersécurité, c'est-à-dire que on ne fait que de la cybersécurité. Même les solutions réseau qu'on propose, ils sont orientés cybersécurité. On a des solutions protection de poste de travail, on a des solutions EDR, on a des solutions XDR, on a des solutions protection des terminaux mobiles, on a des solutions de protection de serveurs, on a des solutions de protection de la messagerie, on a des solutions pour le chiffrement des disques des postes de travail, des solutions firewall, que ce soit en hardware ou que ce soit aussi en software. On a des solutions Wi-Fi. Donc, on avait tout à l'heure parlé de solutions Wi-Fi qui sont orientées cybersécurité. C'est-à-dire quoi? Si on a un poste de travail qui est infecté, il peut directement être isolé à travers notre point d'accès Wi-Fi. On a des solutions qui vont protéger les environnements cloud chez les clients. On a des équipements RAID, on va parler de ça parce que c'est un point très important. On a aussi du service. Donc ça, c'est important parce que je ne sais pas si vous avez déjà entendu par tout ce qui est SIEM, les solutions qui vont faire la corrélation des logs et tout ce qui est SOC as a service. Nous, on propose ce service-là pour justement permettre aux clients d'avoir une supervision, même pour les clients qui n'ont pas la possibilité d'avoir des équipes qui vont tourner le soir, qui vont faire des shifts par exemple pendant le week-end, qui vont avoir des shifts pendant les vacances. Donc notre équipe MDR, elle va faire quoi? Elle va venir superviser les postes de travail du client, les firewalls du client, l'ensemble des solutions du client, même ceux qui ne sont pas Sophos, pour faire les investigations en cas de menace. Et l'idée ici, c'est qu'on va toujours soit notifier le client par rapport aux menaces, soit collaborer avec le client de façon à ce qu'on va le notifier, mais attendre son approbation pour faire directement une action, soit en mode authorized, c'est-à-dire qu'on va directement faire une action en cas de menace, comme par exemple nettoyer un poste de travail, contenir une menace. Donc, ça va jouer le rôle de SOC as a service. Et ce qu'on propose ici sur cette partie, c'est que on va laisser le client se concentrer sur le cœur de métier de l'entreprise et on va gérer sa cybersécurité et on va lui fournir une assurance par rapport à ses données et à la sécurité de ses données. Par exemple, on propose comme garantie pour les clients qui ont été infectés par des menaces, par des ransomware par exemple, un remboursement qui va jusqu'à 1000 $ par poste de travail, à la limite d'1 million de dollars. Donc, si vous utilisez le service MDR de Sophos et vous avez été attaqué, Sophos va vous payer 1000 $ par poste de travail à la limite d'1 million de dollars. Et ça montre comment on est confident par rapport à nos solutions, par rapport à nos services. Et on est sûr que le client il va jamais être attaqué parce qu'on utilise des technologies qui sont très avancées. On utilise un service de supervision derrière qui contient des équipes qui ont des expertises en plusieurs niveaux de cybersécurité, des expertises variées et une équipe de 500 personnes éparpillées sur le monde qui ne fait que superviser les plateformes des clients. On a aussi un service Rapid Response qui va venir aider le client en cas d'une attaque, même s'il n'a pas d'existence en fausse. Donc, il va venir répondre à une attaque pour justement essayer aider le client à récupérer les données, aider le client à faire tout ce qui est root cause analysis, d'essayer de voir quelle est la cause de l'attaque, de faire les rapports, faire les investigations. Donc, l'avantage de Sophos, c'est qu'on a des solutions qui sont tous gérées à travers la même console. Même la partie firewall, elle peut être gérée à travers la console Sophos centrale. Donc, ça nous donne un plus côté réponse aux menaces, puisqu'on répond aux menaces rapidement. Ça prend, l'investigation elle ne prend que quelques minutes parce que on fait l'investigation à la réponse aux menaces à partir de la même console. On n'a pas 3 ou 4 ou 5 consoles à gérer, on gère tout à travers la même console. Et ça, c'est un point fort. Donc, ça, c'est un exemple de notre console. On va trouver ici aussi la partie firewall management. Donc, le firewall, on a toujours deux choix, soit le gérer à travers en local, donc en-prem, soit le gérer à travers la console principale sur poste central. Donc, l'idée, c'est toujours de gérer l'ensemble des solutions à travers la même console pour gagner en termes de temps et gagner aussi en termes de rapidité de détection et réponse.
Donc ici, c'est un exemple de l'interface graphique de notre firewall. On va trouver que l'interface, déjà, le dashboard, il est très riche en termes d'informations. On peut voir déjà les menaces qui ont été bloquées. On peut voir les applications qui ont été détectées sur le réseau. On peut voir les utilisateurs qui sont à risque. Donc si on a un utilisateur qui télécharge une application ou qui télécharge un logiciel malveillant, il va être catégorisé comme étant un utilisateur à risque et on pourra faire les actions nécessaires pour bloquer l'accès à cet utilisateur pour plus affecter des politiques qui sont plus strictes, par exemple en termes d'antivirus et en termes d'IPS. Donc le management, il est très simple, qu'on a dit tout à l'heure. On va voir l'ensemble des firewalls et des points d'accès qui sont managés à travers le firewall principal. On va aussi avoir de la synchronized security et de la synchronized application de façon à ce que la sécurité elle est synchronisée à travers l'ensemble de ces solutions et les applications aussi sont synchronisées à travers le poste de travail et le firewall. Donc s'il y a une application qui n'est pas visible pour le firewall, le poste de travail qui contient cette application, il va partager plus d'informations avec le firewall pour justement le mettre au courant par rapport à ce qu'est cette application. Donc ici, c'est des exemples d'informations qu'on peut récupérer de la dashboard. Donc principalement, on peut voir le trafic qui est chiffré, le trafic qui n'a pas été déchiffré. On peut voir les utilisateurs à risque, les applications à risque. On peut voir les sites web à risque qui ont été consultés par les utilisateurs, les menaces, les applications non connues. Donc on peut tout voir juste à travers la console de Sophos et elle a été optimisée justement à ça pour donner une visibilité rapide aux clients sans pour autant avoir à accéder aux différents modules. Donc ici, on peut avoir plus d'informations par rapport au déchiffrement SSL. Donc si on veut plus d'informations, on pourra passer sur la partie des TLS Inspection qui va nous donner plus de visibilité par rapport au trafic. Par rapport aux applications qui n'ont pas été déchiffrées, on va avoir le détail du détail par rapport à ça. Des informations par rapport aux menaces, donc ce qui a été détecté, pourquoi ils ont été détectés comme étant suspicieuses, pourquoi ils ont été détectés en étant malicieuses. On va voir le détail, pourquoi une menace elle a été bloquée ou pourquoi une menace elle a été considérée comme étant clean. Donc ici, c'est des exemples d'informations ou de caractéristiques qui sont pris en considération pour dire que ce fichier-là, il est malicieux. Par exemple, ici, on va voir que en se basant sur les attributs du fichier, sur l'analyse génétique, sur du machine learning et sur la réputation, le fichier a été catégorisé comme étant malicieux. Donc déjà, le client, il a une visibilité par rapport à pourquoi le fichier, il a été bloqué. On ne bloque pas directement le fichier sans donner de raison, donc on donne toujours de raison par rapport à pourquoi le fichier il a été bloqué. L'application contrôle, par exemple, ici, on pourra voir combien d'applications ils ont été catégorisées, combien ils n'ont pas été catégorisés, pour pouvoir justement appliquer la synchronized application pour avoir plus de visibilité. Et on va avoir des rapports qui sont très détaillés, que ce soit pour des raisons de conformité, si le client il doit être conforme à la politique, aux différents normes de conformité, PCI DSS, GDPR ou ISO 27001 ou IPA ou autres. Euh, Et on va pouvoir aussi les utiliser pour des raisons d'audit et des raisons euh, pour les envoyer, par exemple, au top management pour leur donner une visibilité par rapport aux menaces et par rapport euh, à l'utilisation du trafic Internet pour les utilisateurs. Ça, c'est un exemple. Ici, par exemple, comme on a dit tout à l'heure, les utilisateurs qui sont considérés comme étant utilisateurs à risque. Donc ça, c'est un point aussi important à mettre en place pour justement pouvoir avoir une visibilité sur quels sont les utilisateurs qui sont risqués et quelles sont les actions à prendre par rapport à ces utilisateurs-là. Les applications qu'on appelle Shadow IT Discovery, donc des applications qui ne sont pas considérées comme étant des applications légitimes pour l'entreprise. Donc, on va aussi avoir une visibilité par rapport à ça. Donc, une entreprise qui bloque, par exemple, tout ce qui est AnyDesk ou TeamViewer et il y a des utilisateurs qui l'utilisent, on va pouvoir voir combien d'utilisateurs utilisent cette application-là et pouvoir faire des actions directes sur ces utilisateurs-là, comme la partie contrôle des applications et bloquer l'application TeamViewer et AnyDesk pour ces utilisateurs. Donc, notre firewall, il contient tout ce qui est SSL inspection, tout ce qui est web filtering, filtrage web, donc filtrer le trafic web par utilisateur et par groupe d'utilisateurs. IPS, donc tout ce qui est prévention et détection des intrusions. Le contrôle des applications, donc si on veut contrôler nos applications et essayer de les bloquer.
essayer de bloquer quelques applications ou au moins avoir de la visibilité par rapport à d'autres applications. Traffic shaping, tout ce qui est QoS, donc on va appliquer de la QoS. Web Application Filtering, donc si vous avez des applications web qui sont publiées sur Internet, on peut justement les protéger à travers un module qui est inclus de Web Application Firewall et la partie email security. Donc, on a aussi une partie email security qui va venir protéger votre messagerie en activant plusieurs modules tels que l'anti-spam, tels que l'anti-phishing, tels que la partie DLP pour la fuite de données. Ah, ça. Et on a aussi une notion de Central SD1 VPN Orchestration. Central SD1 VPN Orchestration, c'est pour répondre justement à la problématique où le client il va être face à différents sites distants avec différentes lignes Internet sur ce site distant-là et il devra créer des lignes Internet, des tunnels VPN redondants. Donc, s'il a par exemple un petit firewall au niveau du site distant, il va se retrouver avec une cinquantaine de tunnels VPN à créer. Donc, ici, on propose un module qui va gérer l'ensemble de la création des tunnels VPN à travers la console Sophos centrale pour justement répondre à cette problématique-là de à chaque fois créer des tunnels VPN différents sur les sites distants. On a aussi un équipement qui répond à cette problématique-là, c'est le SDRED. Donc, généralement, pour les sites distants, les clients ils devront prendre un firewall au niveau de chaque site distant et le mettre en place pour répondre à la problématique de interconnexion entre les sites distants. On a un boîtier qui s'appelle le SDRED qui va justement permettre d'interconnecter le site distant avec le site principal. Donc, il faudra un firewall principal euh, sur le, sur le site principal et il faudra des SDRED au niveau des firewalls, des firewalls de sites distants. Donc, ce firewall-là, il va faire l'interconnexion avec les sites distants et c'est un firewall qui hérite de la licence du firewall principal. C'est-à-dire que si je veux que mon firewall principal, si je veux renouveler la licence, je n'aurai qu'à renouveler la licence du site principal. Je n'aurai pas à renouveler les licences du SDRED. Donc, ça, c'est un point très important. Donc, j'ai essayé de faire le tour par rapport à l'ensemble de modules qu'on propose sur la partie Security et Access Portfolio. Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Donc, pour essayer de rester dans le temps. Merci Simedi pour cette précieuse Avec plaisir, avec plaisir. présentation qui était claire et nette. On passe maintenant à vos questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre sur le live chat. Donc, il y a une question posée par Monsieur Badr. Pour l'architecture d'un projet de sécurité, aujourd'hui, un client propriétaire d'une PME qui n'est pas nécessairement un profil IT et qui a un réseau LAN et une infrastructure IT standard, CRM, ERP, poste, ligne Internet, téléphonie, périphérique, etc. Comment l'accompagner s'il n'a pas pris en considération les mesures de sécurité auparavant? Donc, c'est à vous de Ouais. répondre, Monsieur En fait, Mehdi, à cette question. pour les PME, on a différents firewalls qui répondent à cette problématique-là, mais il faudra toujours prendre en considération, euh, on est en train de parler là de sécurité des réseaux, mais il faudra aussi sécuriser les postes de travail. Parce que je peux sécuriser mon réseau, mais en même temps, un utilisateur peut venir avec une clé USB qui est infectée et faire une infection sur l'ensemble du réseau. Donc, il faudra prendre en considération la partie protection poste de travail, donc que ce soit avec des solutions antivirales, avec des solutions EDR ou XDR, mais aussi au niveau du firewall, il faudra prendre un firewall avec l'ensemble des modules. Donc l'antivirus, l'IPS, le filtrage web, le contrôle applicatif, le déchiffrement SSL et le sandbox. Et si le client il a une solution, il a un serveur web qui est publié sur Internet, il faudra aussi qu'il prenne le module WAF. Et s'il a un serveur de messagerie en interne, il faudra qu'il prenne une solution de protection de la messagerie. Pour répondre à la question, il faudra prendre un firewall avec l'ensemble de ces modules-là et qui est sizé pour répondre aux menaces avec l'ensemble de ces modules-là activés. Parce qu'il y a pas mal de firewalls qui vont. Le sizing, il est très simple à faire. On peut se baser juste sur le nombre d'utilisateurs pour faire le sizing. Mais il faudra quand même mentionner qu'il faut activer les modules de sécurité pour faire un sizing qui est correct. D'accord.
On passe maintenant à la deuxième question posée par Monsieur Arnold. Il dit, est-ce que le SD-WAN VPN peut sécuriser les données à distance? Donc le SD-WAN, il vient pour deux raisons. Déjà pour la partie sécurité, pour les sites distants, assurer de la connexion chiffrée en AES 256 pour permettre justement d'assurer la sécurité des réseaux, la sécurité des données qui transitent via le VPN. Et il vient aussi pour répondre à la problématique de gestion des lignes Internet. Donc, comment il va sécuriser les données? Il va les sécuriser en assurant du chiffrement du tunnel, un chiffrement robuste du tunnel. Mais ce qu'on peut faire avec le VPN, c'est personnaliser nos lignes Internet. Ça veut dire que si je veux envoyer un trafic, par exemple, voie IP via une ligne Internet spéciale et acheminer un trafic via une autre ligne, on pourra le faire à travers le SD-WAN. Donc, on va personnaliser nos lignes. Pour la voie IP, par exemple, si je veux faire du load balancing entre deux lignes et une fois qu'une ligne commence à se dégrader et une fois que je vois que les paquets commencent à être perdus au niveau d'une ligne, je peux passer directement à l'autre ligne. Donc, il va assurer la partie failover, load balancing et comme on a dit, la partie sécurité en chiffrant le tunnel qui va être créé avec les autres sites distants. D'accord, c'est Mehdi. Donc, Monsieur Hamza, il demande une question concernant la gestion de sécurité de trafic venant d'un utilisateur qui travaille à distance, application VPN. Demande est-ce que ce trafic va être traité au niveau d'utilisateur, serveur, matériel Sophos ou bien les trois? En fait, les trois. Un utilisateur qui se connecte via du client to site VPN, il va déjà, première chose, le trafic, il va être scanné au niveau du firewall avec l'antivirus et avec l'IPS et avec le sandbox pour s'assurer que ce trafic-là, il est sécurisé, même s'il provient d'un utilisateur externe. Il doit être aussi protégé, le poste de travail auquel l'utilisateur il est connecté, il doit être aussi protégé par un antivirus et le serveur auquel accède l'utilisateur, il doit aussi être protégé par un antivirus. Donc les trois. Et même nous, on propose une quatrième solution qui est l'utilisation d'une solution principalement pour la partie concentration VPN. C'est une solution qui va, parce que dans les VPN classiques, c'est quoi la méthode? C'est que on va avoir un utilisateur qui va rentrer son login et mot de passe dans l'application, il va accéder aux ressources. Là, avec la solution qu'on appelle ZTNA, Zero Trust Network Access, c'est on va vérifier l'état de santé du poste de travail. Si le poste de travail n'a pas d'antivirus, il ne va pas pouvoir accéder, même s'il a le login et le mot de passe pour accéder au VPN. Donc, il faudra assurer une protection à différents niveaux, comme l'a mentionné Si Hamza déjà au niveau utilisateur en installant un antivirus, au niveau serveur en installant un antivirus, au niveau Sophos Firewall en installant aussi, en activant l'ensemble des modules IPS, antivirus et sandbox et contrôle applicatif aussi et aussi utiliser une solution ZTNA qui est dédiée pour cette problématique-là pour assurer la sécurité des accès VPN. D'accord. Yacine, la question c'est quoi l'antivirus du marché En fait, recommandé par Sophos? nous, on recommande un antivirus Sophos, parce qu'on a aussi la partie protection des postes de travail, des antivirus Sophos. On le recommande toujours, parce que il n'utilise pas l'approche classique qui est la vérification des menaces en se basant sur la signature. On ne se base pas sur la signature, on se base sur du machine learning. C'est-à-dire que même si un poste de travail qui ne s'est pas connecté sur Internet pendant une durée de, on va dire, 2, 3 mois, il est toujours protégé contre les nouvelles menaces. C'est-à-dire qu'il n'est pas dépendant du cloud pour prendre ses signatures. Il va être protégé indépendamment puisque il est toujours, on vérifie la menace en se basant sur du machine learning. Est-ce qu'elle correspond à des caractéristiques généralement utilisées par des malwares? Par exemple, est-ce que le code utilisé par cette menace-là il ressemble à un code qui a été utilisé avant par un virus. Donc, on se base sur des caractéristiques comme ça pour dire que c'est un fichier malicieux, sans se baser sur les menaces. Parce que l'approche qui était utilisée avant pour détecter les malwares, c'était juste les signatures. Donc, quand il y avait une menace qui était connue, l'antivirus il pouvait la bloquer. Quand il y avait une menace qui n'était pas connue, qui n'est pas catégorisée dans la base de données de signature, elle va passer via l'antivirus. Alors, c'est parfait. Donc, Monsieur Arnold,
demande, est-ce qu'on peut installer le Sophos Firewall dans notre Ouais, PC bien sûr. pour Il y démarrer? a, il y a une période d'essai sur la partie firewall de 30 jours. Donc, vous pouvez l'installer sur vos PC et faire l'ensemble des tests dont vous avez besoin, que ce soit sur la partie firewall ou que ce soit sur l'ensemble des solutions Sophos. Donc, l'ensemble des solutions Sophos, euh, on propose une période d'essai d'une période de 30 jours, que ce soit la partie protection des postes de travail, protection de serveur, protection de la messagerie, protection des terminaux mobiles, le firewall, euh, les, euh, les, euh, les solutions de sensibilisation de Sophos, les solutions de protection du cloud de Sophos. Donc, on leur propose tout en mode essai pendant 30 jours. D'accord. Donc, je crois qu'on a balayé toutes les questions posées par les participants. Donc, nous arrivons maintenant à la fin de notre webinaire. Merci, Monsieur Mehdi, pour cette présentation et les informations précieuses que vous avez nous données Avec plaisir, aujourd'hui. avec plaisir. Donc, B2B Exchange vous propose plusieurs webinaires que vous pouvez les consulter via la page web www.b2bexchange.com/webinaire. Je vous remercie tous Merci, et au merci, revoir. merci à tous et on pourra par la suite